Bonjour, Tatiana Taous, enseignante-chercheuse en sciences du langage à CU Cergy Paris Université depuis la rentrée 2020. Et j'ai enseigné pendant 10 ans la linguistique française et la didactique de la grammaire dans les universités de Nice et de Toulon dans le cadre de la préparation au concours des premiers et second degrés. Et j'ai également un second axe de recherche qui est la littérature et la linguistique des langues anciennes et notamment du latin. Et c'est cet axe-là qui a fait l'objet du présent livre paru chez l'Harmattan en juillet 2020. Alors j'y étudie les verbes latins signifiant combattre dans l'épopée et j'étudie l'articulation entre ces verbes et la notion d'épopée. Effectivement, si l'on se fie aux traits définitoires des anciens, comme Horace ou les grammairiens latins, concernant le genre épique se définit selon 3 critères. Donc le premier critère, c'est celui du fond, à savoir qu'on va relater de hauts faits guerriers, des exploits, des gestes, dans le sens d'actions guerrières effectivement réalisées. Au niveau de la forme, l'épopée sera obligatoirement rédigée en hexamètre dactylique, qui est un mètre que l'on doit à Homère, et ce mètre va être adapté en langue latine pour la première fois par Ennius, qui est un des poètes que j'étudie. Et enfin, au niveau des effets, l'épopée doit émouvoir, en même temps qu'elle doit enseigner, donc les registres pathétiques et didactiques. Et donc c'est cette articulation-là entre le fond, donc le combat, et donc le genre épique que j'étudie, car cela n'avait jamais été fait de manière aussi systématique en partant vraiment d'un point de vue lexical. D'un point de vue dénotatif, vous le voyez sur cette fresque de Pompéi, le terme sélectionné sera le verbe luctari, puisqu'il va supposer qu'il y a une disparité entre les deux opposants. Donc là, vous le voyez parfaitement, vous avez le serpent qui est en posture d'infériorité, qui malgré tout est quand même agressif, mais le verbe employé signifie qu'il est en mauvaise posture et donc il va chercher à se débattre par rapport à l'aigle ou au héron sur cette fresque de Pompéi. Et il se trouve que ce passage semble illustrer parfaitement un passage de l'Énéide, au livre 11 de l'Énéide, où vous avez exactement cette même configuration. Le serpent, qu'on vous dit blessé, il est Saucius, vous dit le texte, va chercher à se débattre, luctatur, luctantem, contre donc l'aigle qui le domine. Alors, cette publication vient du fait que ma directrice de thèse de l'époque, Michel Fruy, et Pierre Flaubert m'ont incité à donner plus de visibilité à ce travail, sachant que cet ouvrage est le fruit d'une thèse initialement proposée par Claude Moussy, auquel je souhaiterais rendre hommage modestement aujourd'hui. Voilà, donc donner plus de visibilité, et en même temps, il s'agit de l'aboutissement de plusieurs années de réflexion. Cette question, je vais l'envisager sous 2 angles. Donc tout d'abord, on peut penser aux personnages internes des œuvres que j'étudie, donc notamment les agents qui vont pouvoir combattre vont être des héros unanimement reconnus, qu'ils soient historiques comme Scipion l'Africain, Hannibal, Paul-Émile, ou encore plus mythiques comme Énée, ou encore également Didon, Tidée, Achille. Il peut s'agir également de comparses, comme par exemple Gésandre, dans les Argonautiques de Valerius Flaccus, ou encore Camille, personnage féminin de l'Énéide de Virgile. Et puis il peut s'agir également, toujours dans ces animés humains, d'une foule d'anonymes à laquelle donc, les poètes vont rendre hommage et vont magnifier l'espace d'une petite scène épique. Et puis plus largement, il peut s'agir aussi d'objets ou encore d'animaux. Et donc là, on voit comment on va glisser vers un emploi plus métaphorique et sortir un petit peu du domaine guerrier. La deuxième perspective, c'est le fait que les poètes constituent également les personnages centraux de cet ouvrage, puisqu'ils vont marquer leur empreinte dans la sélection des verbes de combat. Et là, on va pouvoir distinguer de 2 éléments. Donc soit les poètes vont donner une valeur dénotative au procès de combattre. Donc c'est par exemple ce que vous observez sur cette colonne Trajane, où l'on voit un corps à corps. Donc ce sera manus conserere qui sera peut-être employé, ou encore prolia miscere si les poètes veulent insister plutôt sur l'idée de mêlée. Et puis il y a aussi une dimension connotative, où en filigrane, vous allez avoir la perception que les poètes se font de la guerre et leur conception.
Je me suis appuyée sur le papillon sémantique que l'on doit à Bernard Pottier, puisque le sous-titre de cet ouvrage est « Études sémantiques ». Donc là, j'ai déployé l'analyse sous 4 axes. Donc le premier est référentiel. Je me suis demandé, d'un point de vue typologique et extralinguistique, quelles étaient les idées, les notions qui étaient à l'origine des verbes de combat. Donc par exemple, on constate que très souvent, à l'origine de ces verbes, vous avez soit le nom d'une arme, soit l'extrémité d'un membre, notamment la main. Par exemple, le verbe pugnare en latin, qui est le verbe prototypique pour dire le combat, enfin le verbe combattre en prose, est formé sur la même racine que pugnus, qui signifie le point, qui est donné pugnacité, pugnace, etc. en français. Et puis, vous avez également un autre phénomène qui est un peu intéressant, toujours d'un point de vue extralinguistique, c'est le lien entre le domaine du jeu et le domaine guerrier. On voit ici comment la lutte entre les chevaux et la course de chars va se doubler d'une lutte humaine, on le voit bien sur cet extrait de Bénure, et on voit comment finalement le monde animal et le monde humain vont s'interpénétrer. Et il se trouve que cet extrait fait écho à un passage de la Thébaïde de Stas, où l'on voit comment les coursiers d'Hippodamus, le texte nous dit Eugales, ces chevaux vont essayer de sortir de l'emprise donc du char de Chromis. Vous avez également l'axe structural. Donc dans cet axe-là, j'ai essayé de réinscrire les verbes de combat dans leur famille de mots, de manière à les décrire de manière plus précise. Donc par exemple, je prendrai l'exemple de bellare, qui est donné belliqueux en français, donc qui signifie également combattre, potentiellement en latin, qui chez Silvius Italicus va apparaître en lien avec bellois, qui désigne la bête, et en l'occurrence les éléphants carthaginois. Et donc il me semble ici que la sélection de bellare est appelée par un jeu paronymique avec le terme bellois. Troisième axe, c'est l'axe contextuel ou encore discursif. Donc là, j'ai essayé de voir comment se construisaient les verbes de combat, et j'ai essayé de voir s'il y avait des nuances sémantiques entre, par exemple, les Achéens et les Troyens combattent, par rapport à les Achéens combattent contre les Troyens, ou tout simplement sans le contre, c'est-à-dire les Achéens combattent les Troyens. Donc essayer de voir s'il y avait des nuances sémantiques entre toutes ces constructions. Et enfin, l'axe pragmatique, dernier axe, où là j'ai essayé de voir si les poètes manifestaient leur idée de la guerre à travers l'emploi qu'ils faisaient des termes. Je prendrai l'exemple de Lucain, qui va employer pugnare et bellum gerere dans un sens péjoratif, puisqu'il relate la guerre civile entre Pompée et César. Ce qui fait que les poètes postérieurs, Silvius et Stas, ne vont pas pouvoir employer ces termes-là puisqu'ils sont connotés négativement. Donc s'ils souhaitent magnifier la guerre, ils vont devoir employer un autre terme. Et ils font un usage assez intéressant de bellare, qui avait été employé mais peu finalement avant eux. Et donc finalement, ils vont faire preuve un peu d'innovation là-dessus. Alors, en premier lieu, cet ouvrage s'adresse bien évidemment aux universitaires et aux bibliothèques universitaires, mais il me semble que toute personne éprise de l'histoire des langues et du processus qui conduit du latin aux langues romanes pourrait être intéressée, et puis plus largement peut-être, dans le cadre d'expositions, cela pourrait intéresser aussi des musées, comme les musées de la guerre ou les musées de l'Antiquité. J'aurais souhaité que ce livre devienne un livre de référence en matière de littérature épique et puis plus largement en ce qui concerne les études sémantiques.